Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Isabelle Morin, qui est nutritionniste sportive. Donc, je voulais la recevoir pour aborder une question spécifique, qui est la question de la caféine. La caféine dans le sport. Donc, on a abordé, entre autres, la caféine, mais Isabelle, qui est comme une bibliothèque de connaissances sur la nutrition sportive, on a aussi établi les bases de la nutrition pour les sports d'endurance. Donc, je lui ai posé toutes les questions que vous me posez à moi. En passant, ça me fait plaisir de répondre au mieux de mes capacités quand vous m'écrivez sur mes comptes privés. Par contre, évidemment, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas scientifique, je suis juste un passionné de sport. Donc, ces questions-là que je ne suis pas capable de répondre, j'aime les poser à mes invités. Donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine avec Isabelle. Comme je disais, on aborde évidemment l'apport des glucides, l'importance de l'apport des glucides, la capacité du corps à utiliser les lipides comme carburant, comment habituer son corps, comment entraîner son système digestif et finalement, comme je disais tout à l'heure, la caféine et la place que ça a dans la pratique du sport. Parlant de caféine, le podcast est présenté par Upika. Et notre formule Upika Endurance Plus est la même formule classique que le Upika Endurance, donc tout en un pour vos sports d'endurance, 25 grammes de glucides, des électrolytes, sodium, taurine, vitamine B et C pour maximiser vos efforts. Mais la formule Endurance Plus a aussi 100 mg de caféine par portion. Je vous le dis, c'est à la lumière de la conversation, évidemment avec Isabelle, vous allez être à même de constater l'importance de la caféine, mais pour l'avoir testé, pour recevoir tous vos témoignages par rapport au Upika Endurance Plus, c'est vraiment une formule explosive qui permet de maximiser à fond soit son entraînement ou ses performances en compétition. Fait qu'allez au upika.ca et utilisez le code UPIKAPOD 2023, UPIKAPOD 2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Et sans plus attendre, je vous laisse avec cette fascinante conversation avec la nutritionniste Isabelle Morin. Ouais, mais j'aime ça, juste continuer la conversation, là, dans le fond. Fait qu'on parlait de la natation, comment c'était un sport qui était arriéré au niveau de la nutrition, ou du moins de mon expérience à moi, en fait. Mm-hmm. Tu disais que tu avais des clients aussi, que c'était le cas. Oui, mais en fait, comme je te mentionnais tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile en natation de manger. Donc, Je pense que ça amène une certaine limite pour certains athlètes de concevoir ou de prévoir d'avoir un apport énergétique. Tu sais, souvent, on est capable de peut-être faire 1h30, 2 heures d'entraînement sans manger. Donc, les athlètes vont peut-être avoir un peu la philosophie de se pousser au maximum puis dire « Ah, c'est pas grave, je mangerai après », alors que finalement, ça nuit quand même à leur performance de faire des entraînements aussi longs sans nécessairement avoir un apport énergétique. Donc, il y a peut-être en natation un peu cette mentalité-là qui est encore là, que tu dis justement avoir vécu aussi. Ouais, exact. Puis tu sais, nous autres, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est vraiment les camps d'entraînement, parce qu'en camp d'entraînement, on s'entraîne constamment 2 fois par jour. Ouais. Puis aujourd'hui, je l'expérimente. Tu sais, des fois, j'ai des doubles de course. Pas souvent, mais j'en fais encore quelques fois. Puis si je mange pas pendant ma première sortie, on dirait que je vais me creuser un trou puis que c'est impossible de sortir de ça pour la deuxième. Tu sais, puis là, je remets ça en lien avec quand je m'entraînais avant en natation, je m'entraînais encore pas mal plus fort que je m'entraîne maintenant. Je prenais ça plus au sérieux. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, l'entraînement du soir, c'était minable. Là. J'étais pas bon. Puis même, tu sais, même pas en camp d'entraînement, des fois, on faisait juste des doubles. Puis le soir, j'étais toujours poche, tout le temps. Et ceci explique cela, j'imagine. Là. Tout à fait. Mais dis, souvent, la nutrition, c'est un peu laissé pour compte par beaucoup d'athlètes. Puis j'en ai des clients qui me disent « Ah, mais tu sais, moi, je suis capable là, d'aller courir ou d'aller m'entraîner 2 heures, 2 heures et demie sans rien manger. Puis mon entraînement va vraiment bien. Mais mon Dieu, le reste de la journée, je me sens donc fatiguée. Puis j'arrive pas à remonter puis à récupérer. » Peut-être que le problème, c'est pendant ton entraînement. C'est pas la récupération après l'enjeu. C'est plus, tu t'es tellement creusé une tombe pendant ton entraînement, même si tu as réussi à tout rentrer dans les bons temps ou à la distance que tu voulais faire pendant ton entraînement, tu as tellement été chercher loin dans tes réserves énergétiques que là, ta récupération après est vraiment plus difficile que si tu avais bien mangé pendant.
puis que tu avais eu une bonne stratégie de récupération, ben, tu aurais probablement eu plus d'énergie l'après-midi. Tu aurais été pour capable de faire, finir ta journée. Là. jouer avec tes enfants ou finir ta journée de travail. Là. Ouais. Puis ça, mettons, à partir de combien de temps? Parce que là, tu dis, on est capable de faire 1h30 sans manger, oui, comme on est capable de le faire, mais à partir de combien de temps est-ce que tu recommandes aux gens de dire, hey, là, il faudrait que tu amènes de quoi pendant ton effort? Ben, généralement, quand on commence à dépasser le 90 minutes d'effort, ça commence à être pertinent là, de vraiment penser à s'alimenter pendant l'effort. Parce que dans le contexte où j'ai une alimentation qui est relativement riche en glucides au quotidien, j'ai des réserves de glycogène, donc des réserves de glucides dans mes muscles qui me permettent quand même de supporter un effort d'une durée d'1 heure, 1 heure et quart sans trop de problèmes. Mais quand je commence à toucher d'1 heure et demie, 2 heures d'effort, ben là, ces réserves-là commencent à être pas mal à sec. Ça dépend toujours aussi de l'intensité de l'effort. Plus l'intensité est élevée, plus je vais rapidement épuiser mes réserves. Mais bon, on va prendre 1 heure et demie comme un peu la valeur de référence. 1 heure et demie de jog. C'est ça. Si je vais faire une longue sortie de course, ben, de vélo ou autre. C'est sûr, si je vais pédaler contemplatif à regarder le paysage pendant 1 heure et demie, j'ai peut-être pas besoin de m'amener une grosse collation. Là. Mais si je fais plus un entraînement avec une certaine intensité, mais qui n'est pas à fond à côté pendant 1 heure et demie, ben, j'ai quand même besoin là, de prévoir de m'alimenter si je pars pour plus que 90 minutes. Fait que ça, c'est juste une petite considération à avoir. Puis après ça, ben, ça peut être une alimentation liquide, semi-liquide, là, comme des gels, ou solides. Fait que là, on va vraiment y aller avec des stratégies en fonction de la personne, de l'intensité de l'effort, de différents paramètres. Là. Je comprends. Faisons un petit pas vers l'arrière, parce qu'on a commencé direct dans le vif du sujet. Là. Tu m'as appris tantôt, puis excuse-moi de pas t'avoir reconnu, mais on a été dans le Rouge et Or en même temps. Tout à fait. Toi, t'étais en athlétisme. Athlétisme cross-country. Athlétisme cross-country. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la nutrition? Écoute, ben moi, le sport, ça a comme toujours fait partie de ma vie là, depuis que je suis adolescente. Si tu te rends à l'université dans un sport précis, d'habitude, ça fait partie de ta vie depuis longtemps. Ça fait partie de ta vie depuis longtemps, puis à part quelques exceptions, ça va faire partie de ta vie encore longtemps. Exact. Puis en parallèle, j'ai toujours été vraiment intéressée par le domaine de la science. À l'école, j'étais quelqu'un qui aimait l'école, qui aimait les sciences, la biologie, la chimie. Puis j'ai toujours été passionnée par la cuisine. Donc là, c'était de voir, comment je peux continuer à aller à l'école longtemps? Si ne pas aller à l'école d'hôtellerie, qu'est-ce que je peux faire? Exact. J'aime vraiment cuisiner, mais j'ai pas envie de faire un DEP. J'aime ça aller à l'école. Donc, nutrition, c'est un peu imposé comme étant, OK, ça touche l'aspect cuisine, aliments, sciences, chimie, biologie. Puis, je peux rattacher ça aussi à la performance sportive. Mais c'était comme la voie parfaite pour moi. C'était le bon mix. Exact. Puis est-ce que dans ton parcours en athlétisme, tu as été marqué par des enjeux en nutrition? Parce que je sais que l'athlétisme, j'en parlais avec Charles la semaine passée, il y a eu beaucoup de problèmes alimentaires, de troubles alimentaires qui ont été développés surtout à haut niveau, tu sais, vraiment. On a entendu plein d'histoires. À tous les niveaux, je te dirais, il y en a, parce que nécessairement, en course à pied, c'est un sport où il faut que tu traînes ton poids. Faut que tu traînes ton poids. Tous les sports où est-ce qu'il faut que tu traînes ton poids, c'est problématique. Tous les sports où on doit vraiment traîner notre poids, puis que ça a un enjeu sur la performance, rapidement, la notion de si je perdais 2-3 livres, 4-5 livres, est-ce que ça optimiserait ma performance? Ça s'impose dans la tête des athlètes. Donc oui, tout au long de mon cheminement, j'ai été témoin comme athlète de conversation entre des filles, mais entre des gars aussi, parce que souvent, on associe la problématique plus peut-être aux filles, mais... On a juste à regarder les gars du Tour de France pour réfléchir, pour voir ça. Là. Donc, des conversations par rapport au poids, qu'est-ce que tu manges, quelles sont tes stratégies pour perdre du poids, puis, t'es une telle ou un tel a perdu du poids. Donc, des commentaires aussi sur le poids, sur l'effet sur la performance aussi. Puis, c'est de voir, c'est de reconnaître quand même que dans une certaine mesure, ça peut améliorer ma performance. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces deux idées-là? Puis, c'est ça, c'est de ne pas traverser la ligne, puis d'arriver en déficit énergétique, où là, ça a un effet sur ma récupération, sur ma performance, où ça augmente mon risque de blessure, où j'ai vraiment des conséquences négatives. Donc, c'est là où moi, je vais prôner pour ma paroisse, mais de dire, faites affaire avec une nutritionniste qui est spécialisée en nutrition sportive, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner dans ça, puis qui est capable aussi de reconnaître que, oui, tu as un poids qui est jugé santé, mais
est-ce qu'on peut optimiser ta composition corporelle dans une optique de performance? Puis de quelle manière on peut le faire sainement sans affecter ta santé? Ouais, je comprends. Ouais. Puis pendant que tu étudiais en nutrition, est-ce que tu as pu... Parce que moi, c'est quelque chose que je te disais juste avant qu'on commence, j'aurais aimé pouvoir faire dans ma pratique de sport, être plus à l'affût de comment maximiser ma nutrition avec tout l'effort que je mettais dans mon entraînement. Est-ce que toi, quand tu t'apprenais des principes en nutrition, tu étais capable de les appliquer à ta propre pratique de sport pendant que tu pratiquais? Mais je te dirais que le bac en nutrition n'est pas axé sur la nutrition sportive, vraiment. Donc, c'est sûr le bac en nutrition te forme à être nutritionniste pour aussi travailler en milieu hospitalier, pour travailler en première ligne, pour travailler dans tout ce qui est aussi les domaines là, de gestion de services alimentaires. Donc, l'intérêt qui est accordé spécifiquement à la nutrition sportive, c'est un cours de 3 heures dans tout le bac là, de 3 ans et demi. Donc, c'est vraiment plus par après où j'ai été faire une formation avec le Comité international olympique. C'est une formation de 2 ans en nutrition sportive où là, j'ai vraiment approfondi un peu plus là, ce domaine-là. Puis par moi-même, par intérêt personnel, d'aller lire, d'aller faire des recherches. Mais en soi, pendant le bac, oui, il y a des concepts généraux de saine alimentation qui s'appliquent pour les athlètes, mais on ne va pas dans les détails comme tel. Je comprends. Puis là, ces jours-ci, tu cours encore? Ouais, j'ai cru comprendre que tu étais encore une très bonne coureuse. Je me débrouille pas si mal. Donc oui, j'ai quand même un bon volume de course, là, 80-100 km par semaine. 80-100 par semaine. Puis je fais des distances entre 5 kilos puis demi-marathon là, en compétition. Puis ces distances-là, c'est intéressant parce que j'écoutais les podcasts que tu as fait sur Tout Trail, je pense, que le podcast. Puis tu sais, Pas sorti du bois. Pas sorti du bois, c'est ça. Pas sorti du bois. Je pense que c'est pas sorti du bois que j'écoutais. Puis on parle beaucoup de ultra, puis de ultra distance. Puis évidemment que la ultra distance, c'est quelque chose que la nutrition est vraiment importante. Oui. Mais je pense que on parle pas beaucoup de, mettons, demi-marathon. Parce que moi, les gens qui écoutent le podcast, c'est rare les gens qui font... Ben, c'est pas rare, il y en a qui en font, mais des 160 kilos, c'est une infime minorité des gens, des sportifs. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent personnellement ou sur la page du podcast qui font des 5, des 10, qui font des demi-marathons. Puis j'ai l'impression qu'on parle pas souvent de la nutrition pour ces distances-là parce qu'on a tendance à se dire « Ah, ben c'est rien, tu sais. » C'est vrai que tu n'as pas besoin de manger pendant un 5 km. Pendant un 5 km, non. J'en ai fait un, justement, je fais un essai de temps. Pour ceux qui écoutent le podcast, ils le savent, mais c'était la première fois que je faisais ça. Puis toi, je pense que c'est ça que tu fais, des 5 km à peu près. Oui. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. C'est tellement un effort tough. Là, c'est un effort intense sur une durée de temps qui est quand même qui est longue. Inconfortable. Qui est longue, Puis, j'ai jamais vécu ça. J'avais mal à la gorge pendant comme 3 heures après le truc. Là, ça goûte un peu le sang. Exact. Fait que oui, effectivement, pendant le 5 km, t'en as pas besoin. Non, mais c'est de voir aussi mais comment je peux optimiser mon alimentation dans toute ma préparation pour mon épreuve. Puis, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, en fait, c'est pas des athlètes pros. Donc, quand est-ce qu'ils vont aller s'entraîner? C'est très tôt le matin ou en fin de journée après le travail ou le week-end. Mais disons que j'ai eu toute ma journée de travail et j'ai peut-être pas eu le temps de prendre une collation à l'heure qu'il fallait par rapport à l'heure de mon entraînement parce que là, j'étais en réunion ou peu importe. J'arrive à l'entraînement, j'ai un petit peu faim parce que là, il est rendu 5h, 5h30, j'ai dîné à midi. Là, des fois, juste d'avoir une bonne stratégie de nutrition, de savoir quoi manger avant en collation ou à la limite, si j'ai pas eu le temps d'avoir une boisson sportive pendant mon entraînement, même s'il est d'une durée de 1 heure, si ça fait plus que 3-4 heures que tu as mangé, il faut que tu refasses le plein aussi de carburant si tu veux optimiser ton entraînement. Fait que des fois, d'avoir juste une boisson sportive dans ta bouteille pendant tes intervalles, même si tu sais que ça va durer 1 heure, ça peut juste t'amener le petit kick d'énergie de plus que tu n'auras peut-être pas eu le temps d'aller chercher en collation 2 heures avant, dans un timing parfait. Puis de faire en sorte que tu es capable de passer au travers ta séance avec une bonne qualité d'effort. Puis si tu optimises la qualité de ton entraînement, nécessairement, à un moment donné, tu vas optimiser la qualité en compétition aussi de ta performance parce que chaque entraînement va avoir été réalisé dans des conditions optimales. Oui. Puis c'est un bon point ce que tu amènes parce qu'effectivement, moi, j'ai la chance de pas mal faire mon horaire, mais je suis vraiment privilégié de pouvoir faire ça. Fait que je peux m'entraîner quand je veux, essentiellement. Mais tu as raison de dire que la plupart du monde s'entraîne soit le matin ou le soir.
Exact. Fait que, mettons, prenons le matin comme exemple, parce que moi, je me rappelle quand je faisais la natation, on avait des entraînements des fois à 5h30 sur le bord de la piscine, puis un jus d'orange. Ouais. Tu sais, on prenait un jus d'orange, puis là, tu vas t'entraîner, mais c'est vraiment sous-optimal. Puis aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller m'entraîner tôt le matin, j'ai encore pas le réflexe de manger. Puis si je mange, il faut comme tu te lèves plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable d'aller courir avant le travail, mettons? Mais j'ai pas de contre-indication à l'entraînement à jeun. Donc, quelqu'un qui fait une séance à jeun le matin très tôt, c'est difficile, qui est bien en tout cas. avec ça va. Moi, souvent, ce que je vais recommander, c'est d'éviter les séances d'intervalle. Donc, tout ce qui est à haute intensité, tout ce qui a une qualité d'effort à aller chercher, à jeun, c'est pas nécessairement la meilleure option. Ou tout ce qui serait vraiment très, très long, à moins d'être super adapté. Mais si on débute ou on n'a peut-être pas l'habitude de faire des entraînements à jeun, maximum 1 heure à basse intensité. Puis on commence progressivement. Si, finalement, ça passe plus ou moins bien, puis qu'effectivement, je m'en vais m'entraîner, comme tu dis, à 5h30, j'ai peut-être pas envie de me lever là, à 3h30, 4 heures pour prendre un petit déjeuner. Donc, je me lève, j'embarque dans mes souliers, je pars. Mais là, je peux avoir une boisson sportive que j'amène avec moi ou avoir juste une petite bouchée, une pâte de fruits, quelque chose que je mange avant de partir pour m'amener des glucides. Quelque chose qui va se digérer facilement là, à ce moment-là. Parce que moi, les entraînements à jeun, je trouve ça tellement tough. Là. Comme aller courir à jeun, juste, on dirait que ça me prend tout. Là. Je l'ai fait justement, je pense que c'est mercredi matin, c'était un petit 45 minutes, juste un jog de 45 minutes, puis on dirait que c'était plus tough que ma long run du samedi, là, quand tellement, genre, j'étais fini. Puis quand j'étais arrivé, je suis resté assis dans la cuisine, puis je contemplais ma vie en me disant, c'est misérable ce que je viens de faire là, puis j'avais une journée devant moi, puis ma journée, ça a été minable toute la journée, là. Il n'y a rien que j'ai fait qui était bon cette journée-là, tu sais. Puis qu'est-ce que ça dit, le travail à jeun? Parce que de ce que j'en comprends, corrige-moi si je me trompe, tout ce qui est en bas du seuil aérobique en termes d'effort, tu brûles essentiellement autant de glucides que de lipides. Même parfois plus de lipides que de glucides. Fait que de pas ingérer, tu sais, tes réserves de lipides, t'en as quand même. Sont là, tu sais, sont là. Oui. Sauf qu'on dirait que c'est pas. Puis moi, c'était ça à peu près, là, sous le seuil aérobique, mais on dirait que ça brûle pas facilement, là. C'est pas du carburant qui est facile à brûler. Il y a une question d'adaptation. Donc, est-ce que ton corps est adapté à ça? Peut-être que tu serais mieux de commencer avec un 15 minutes à jeun, puis tranquillement augmenter cette durée d'effort-là pour développer des adaptations. Moi, je connais des athlètes qui sont capables de partir 3-4 heures à jeun. Juste à jeun, sur leur réserve de lipides. Ça va bien. Mais on parle d'athlètes qui font justement des 160 km, de l'ultra, qui s'entraînent, qui ont un système qui est rendu vraiment super adapté. Je ne vais jamais recommander ça à personne de partir pendant 4 heures à jeun. Juste sur de l'eau. Juste sur de l'eau. Mais c'est de voir qu'il y a des athlètes qui arrivent à développer cette adaptation-là. Puis c'est un processus qui se fait sur des années aussi de travail d'athlète, sur des efforts vraiment d'endurance. C'est ça, parce que sur mettons, des 160, des ultra, ça se peut que tu sois en dessous de ton seuil aérobique pas mal toute la course. Fait que c'est intéressant de le développer. Exactement. Mais mettons, pour quelqu'un un coureur de 5 km, il n'y a pas d'intérêt Il n'y a pas d'intérêt à développer ça, c'est ça. Pour quelqu'un qui va vraiment s'entraîner pour des épreuves d'endurance de longue durée, là, on va parler peut-être plus marathon ou vraiment après ultra-endurance, là, ça va devenir intéressant parce que nécessairement, j'ai pas la capacité de manger tout ce que je brûle. Non, c'est ça. Sur même un 80 km, je suis incapable de manger tout ce que je vais dépenser pendant ma course sous forme de glucides. Donc, nécessairement, le corps doit utiliser ses réserves de lipides et ça peut être intéressant d'avoir cette aptitude-là ou cette capacité-là physiologique à brûler un peu plus facilement mes lipides. Si je fais un 5 km, l'intensité est élevée, mon corps n'ira jamais piger dans ses lipides. C'est glucides 100% toute la course. Ça me sert à quoi d'être adapté à utiliser mes réserves de lipides? Ça ne va pas faire que je vais perdre plus de poids, là. Donc, c'est ça, c'est une croyance aussi, parce que tu dis, du gras, des lipides, c'est du gras, on brûle du gras, on brûle du poids. Exact. Donc, malheureusement, c'est pas nécessairement le petit bourrelet qu'on va brûler, c'est surtout les lipides qu'on a en réserve dans les muscles. Après ça, si l'effort perdure dans le temps, oui, il va y avoir une mobilisation de toutes les réserves lipidiques, mais c'est de voir, je brûle de l'énergie. Si je la brûle sous forme de glucides ou si je la brûle sous forme de lipides, l'important, c'est de voir ma balance énergétique au bout de ma journée. Si je suis en déficit énergétique au bout de ma journée, sur plusieurs jours de suite, oui, il peut y avoir une perte de poids.
Mais le carburant en soi que j'ai brûlé, que ce soit des glucides ou des lipides, Ça change rien. ça change rien. Si À ton après, poids, dans le puis, reste de la ouais. journée, je mange puis que je comble mes besoins, je perdrai pas de poids. Ouais. Je voulais qu'on parle de caféine Oui. avec toi. C'est parce que c'est un des sujets que, tu sais, j'ai un des Upica, en fait, qui est avec 100 mg de caféine, Oui. qui est la formule Endurance Plus. Puis, je voulais qu'on fasse un peu le tour de la question de la caféine dans le sport. Premièrement, puis la caféine, en fait, c'est consommé par tout le monde, Abondamment. probablement. Oui. Comme, c'est probablement une des choses qui est le plus consommée au monde entier. Là. Tout à fait. Fait que, peux-tu juste expliquer c'est quoi la caféine? Qu'est-ce que ça fait? Ça agit comment? Puis après ça, on va pouvoir la décliner dans qu'est-ce que ça fait dans la pratique sportive, mettons. Ben, bon, comme tu le dis, probablement qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont déjà expérimenté l'effet de la caféine. Probablement. Donc, beaucoup de gens qui l'utilisent. En fait, c'est un supplément de performance. Et il y a beaucoup de gens dans la société qui l'utilisent un peu comme ça parce que finalement, ça les stimule, ça Ouais. les réveille, ça améliore leur concentration au travail, par exemple. Donc, ils vont l'utiliser d'un point de vue performance Ouais. dans leur vie. Et dans le sport, on va aussi l'utiliser un peu sous cette optique-là dans un but d'améliorer la performance. Puis la caféine, ça a été pendant un certain temps sur la liste des substances bannies dans le sport, ouais, hein? jusqu'en 2004. Ça a été Jusqu'en retiré 2004? En 2004. Est-ce que j'ai... Non, j'étais... OK, j'étais pas loin de consommer de la caféine, d'être illégal pendant que... Il y avait, tu sais, c'est une substance de seuil, donc il y avait un certain seuil à atteindre Ouais. pour tester positif, mais... donc, Mais ça la a été- caféine, quand même, ça s'en va du système relativement rapidement versus d'autres drogues. Là. Oui, donc... Fait que, tu sais, ça devait être difficile de tester le monde, là, d'aller en camp d'entraînement, il faut que tu pognes le matin, sûrement. Ben, la caféine, c'était surtout en compétition. Ouais, en fait, c'est ça. à l'entraînement, il n'y avait pas de restrictions, mais Ouais. la caféine, c'est effectivement un supplément qui va avoir un effet, on va dire, direct, dans le sens que j'ai pas besoin de faire une surcharge Mhm. ou d'en prendre de manière chronique avant d'avoir un effet. J'en prends. 1 heure après, j'atteins un seuil qui est maximal dans ma concentration sanguine. Puis 6 à 8 heures après, l'effet s'est pas mal estompé. Ouais. Donc, c'est vraiment un supplément qui va être pris de manière aiguë, comparativement à, par exemple, de la bêta-alanine ou de la créatine, qui sont des suppléments qu'on va prendre de En manière continu. chronique, en continu, pour optimiser l'effet sur la performance. Mhm. Moi, quand je nageais, je m'étais fait dire que je pouvais aller jusqu'à 500 mg de caféine. Puis je le fais pour une performance. Mhm. Puis 500 mg, Quand même beaucoup. c'est beaucoup. Là. Tu sais, on a 100 mg dans une portion de Upica. Un café, c'est entre 50 et 75. Un grand café Un filtre. café filtre, c'est autour de 100. Autour de Un 100. espresso, ça va être plus autour de 65. OK. Fait que, tu sais, on s'entend, là. On s'entend que 5 ça. 500, Puis c'est énorme. Je prenais des wake-up. OK. Puis, Ouais. puis je me rappelle, j'ai fait au championnat canadien, je prenais ça, mettons, puis 500 au préliminaire, 500 avant les finales, puis j'étais allumé comme j'ai jamais été Tu dormais shaken de pas le même à soir, côté. hein. Le problème, c'était ça. Le problème, c'est que j'arrivais dans ma chambre, puis il fallait que je choisisse quand je les tu sais, il fallait que je choisisse quelle journée de finale je les prenais parce que la nuit était misérable après ça, là, tu sais. Fait que c'est quoi les avantages directs de la caféine, dans le fond, dans la pratique sportive? Ben, la caféine, c'est un des suppléments qui a l'effet sur la plus large gamme de sports. Donc, il y a certains suppléments, on va dire, ben, ça a un effet vraiment sur les efforts Court. très, très courts. La caféine, ça a un effet sur des efforts très courts, comme sur des efforts d'endurance très longs. On voit avec des effets dans les sports d'équipe aussi. Donc, c'est un supplément qui peut être utilisé par vraiment plein d'athlètes. Au niveau de l'effet, ben, nécessairement, c'est un stimulant. Donc, ça va venir jouer sur le système nerveux central. Puis, bon, après ça, il y a d'autres hypothèses aussi. Est-ce que ça viendrait jouer au niveau dans le muscle? En fait, le calcium est impliqué dans la contraction musculaire. Ça viendrait jouer peut-être là, au niveau justement du métabolisme du calcium dans le muscle. Vous épargnez tous les mécanismes là, complexes, mais donc ça pourrait avoir un impact. Il y a eu des hypothèses aussi au niveau de l'utilisation des lipides. Est-ce que ça mobiliserait un petit peu plus les lipides pour avoir une meilleure utilisation des lipides? C'est pas nécessairement la théorie qui est la plus retenue, mais l'effet sur le système nerveux central, la diminution de la perception d'effort aussi, c'est quand même là, des effets qui sont quand même relativement bien reconnus par rapport à la caféine. Et tu dis 500 mg 2 fois dans ta journée, finalement. Ouais. Écoute, c'est énorme, c'est beaucoup. Non, mais moi aussi, là! j'étais conscient du fait que c'était too Tu much. dépassais Puis, peut-être un peu. tu sais, je veux dire, on m'avait recommandé
Évidemment, je donne mes de toute façon, je me rappelle même plus. On m'avait recommandé une nutritionniste, mais qui était comme... La recommandation, c'était que je mangeais pas assez de produits laitiers, tu sais, à la fin de mon... En récupération? Non, juste comme dans ma journée, globalement, là, tu sais. Fait que quand j'avais vu cette recommandation-là, puis je m'étais dit, j'essaie de l'éviter, là, tu sais, mettons, les produits laitiers. Puis là, l'autre recommandation à côté, c'était 500 mg de caféine. Bref, c'était peut-être pas le meilleur suivi que j'ai eu de toute ma vie. Ouais. Mais chose certaine, ça me rendait primé. Là, c'est sûr. Mais si on regarde les recommandations, en fait, basées sur la science, pour la caféine, donc on va parler d'un 3 à 6 mg de caféine par kilogramme de poids. Puis, généralement, en fait, là, si on y va en 3 valeur... à 6? 3 à 6 milligrammes. Je te donne un exemple. Je pèse 52 kilos, fois 3, ça me donne à peu près 150 milligrammes de caféine, jusqu'à un 300. Puis 300, c'est souvent la valeur seuil aussi, limite. Dans beaucoup d'études, on voit que 300 mg de caféine pris 1 heure avant l'effort, ça a des effets bénéfiques sur la performance, puis on ne recommande pas nécessairement d'aller à plus que ça. Donc, ton 500 il était peut-être sûrement overshoot un petit élevé, exactement. Entre 100 et 300 mg de caféine, c'est aussi souvent dans les recommandations. Et on vise de le prendre à peu près 1 heure avant un effort, surtout si c'est un effort qui est court, comme une épreuve de natation ou un 5 km, parce que justement, ça prend environ 1 heure avant que les concentrations sanguines de caféine atteignent leur sommet après la prise du supplément. Donc, 1 heure avant, si je suis sur un effort qui est très long, on parlait d'un 160 km, mais là, je peux fractionner l'apport de caféine puis venir le répartir pendant l'épreuve pour avoir là, un effet qui est plus constant. Oui. Puis la durée de vie, corrige-moi si je me trompe, la durée de vie de la moitié de l'effet, je pense que c'est... Demi-vie. La demi-vie, c'est comme 6 heures? Oui, 6 à 8 heures. C'est sûr, il y a une variabilité individuelle, mais on va souvent se baser sur un 6 heures. Oui, puis après ça, le quart de vie est à 12 heures. Tranquillement, c'est ça, l'effet s'estompe. Ouais. Fait que de prendre de la caféine en après-midi, veut pas, ça va nuire à ton sommeil, même si j'avais entendu ça au Huberman Lab podcast, où est-ce qu'il disait que même si tu es capable de t'endormir, ça nuit quand même à la qualité de ton sommeil. En effet. Puis tu sais, c'est de voir... pourquoi je la prends, la caféine? OK, je la prends parce que là, c'est une compétition, c'est vraiment important pour moi. Ou est-ce que je la prends avant chacun de mes entraînements? Puis là, si je m'entraîne à 17h le soir, est-ce que l'effet bénéfique de la caféine sur la qualité de mon entraînement est vraiment plus intéressante que le sommeil que je vais avoir ou que j'aurai pas parce que là, j'ai pris un supplément de caféine? Et souvent... Moi, j'aime bien représenter un peu la nutrition sportive puis les habitudes d'un athlète comme une pyramide. Puis à la base, j'ai toutes mes saines habitudes alimentaires, le sommeil et compagnie. Puis le supplément, là, c'est la petite pointe au sommet de la pyramide. Mais je veux pas que la petite pointe vienne affecter ma base. C'est là vraiment les fondamentaux que je veux m'assurer de toujours avoir. Donc, est-ce que mon supplément de caféine nuit à ma récupération? Dans ce cas-là, c'est pas intéressant à long terme. Si j'en prends parce que je suis rendue au championnat canadien, c'est l'épreuve pour laquelle je me prépare depuis 1 an, même si ma finale est à 18h le soir puis que je dors pas après, c'est pas très grave parce que dans les jours qui suivent, j'ai pas d'entraînement, j'ai plus de compétition. Mais si j'ai 3 compétitions, 3 jours de suite, peut-être que mon sommeil, ma première nuit, c'est la chose la plus importante. Est importante pour mes 2 autres journées de compétition. Puis le supplément de caféine, comme tu dis, je le prendrai peut-être pas la première journée de ma compétition. Moi, je faisais en natation des courtes épreuves. Je faisais du 50, du 100 mètres, des fois 200, puis vers la fin de ma carrière, mais au début, j'en faisais. Mais la fréquence cardiaque n'est pas un enjeu dans ces courses-là? Ou est-ce que, ça dure 23 secondes, tu respires 2 fois, fait que tes pulsations montent jusqu'à 190, ça ne change pas grand-chose. Mais est-ce que la caféine augmente la fréquence cardiaque, ou augmente le baseline et la fréquence cardiaque à un effort X? Oui, ça va augmenter la fréquence cardiaque. C'est pour ça aussi qu'on a des seuils limites qu'on va recommander. Donc, généralement, on ne veut pas dépasser un 400 mg de caféine
parce que ça va affecter aussi là, la fréquence cardiaque. Donc, des athlètes qui prendraient des pré-workouts en quantité super importante ou des suppléments de caféine en quantité importante, il faut voir qu'à haute dose, il y a des risques pour la santé aussi. Mais si on respecte les doses, qu'on fait des tests aussi individuels, donc on peut commencer avec un 100 mg, on augmente jusqu'à voir, 300, comment je réagis. Les effets, les risques, en fait, sont quand même minimes. Là. Mais il y a quand même un enjeu de danger de tomber dans une zone d'effort qui est trop grande, non? Mettons que si ta fréquence cardiaque augmente, moi, je pense, mettons, je vois mes seuils dans ma tête, puis tu peux plus facilement peut-être dépasser ton seuil anaérobique, puis là, commencer à accumuler du lactate plus vite que t'en évacues, dans le fond, si tes pulsations montent plus haut ou non? Parce que moi, je vois, mettons, sur un effort de marathon, tu sais, si je prends de la caféine avant un marathon, mettons que je prends 300 mg, là, je te pose la question, là, est-ce que ça peut augmenter ma fréquence cardiaque à un point qui devient néfaste à ma performance ou non? Non. Sur le marathon, je répartirais la dose. Je n'en prendrais pas nécessairement un 300 mg avant le départ. Donc, j'en prendrais peut-être 100 mg avant le départ, puis après ça, j'en reprendrais. Dans un gel 3 fois, mettons? Exact. Donc, les gels Morton ou une boisson là, qui contient un 100 mg, là, parce qu'il y a certains gels à 25 mg de caféine. Ça fait pas grand-chose. L'effet est pratiquement nul. Là. On n'a pas vraiment un effet bénéfique. Fait que c'est sûr qu'un supplément un petit peu plus dosé en caféine, là, on va avoir un effet réel. Mais non, je n'aurais pas de préoccupation par rapport à ça. Parfait. Parce que j'essayais t'essaies de planifier un effort de même en termes de zone puis de fréquence cardiaque, mettons, mais si ça, il n'y a pas de... Mais je vais toujours recommander quand même, faites pas le test le jour de votre course. Non, c'est ça. Essayez-le plusieurs fois dans vos longues sorties, dans vos tempos, à une intensité qui est similaire aussi à, disons, le rythme marathon, pour voir comment vous réagissez. Parce que chaque personne peut réagir aussi parfois différemment, donc c'est quand même important de garder ça en tête. Là. Est-ce qu'il y a pas accommodation, est-ce que le corps s'habitue à la caféine? Une accoutumance? C'est un peu controversé dans la littérature. J'aime ça. Il y a des gens justement qui vont dire je vais essayer d'éviter 2-3 jours avant ou une semaine avant de prendre de la caféine pour maximiser l'effet que ça va avoir le jour de ma course. C'est pas nécessairement démontré systématiquement par la science qu'il y a une accoutumance. Les gens qui sont des consommateurs usuels de café vont quand même tirer un profit d'une supplémentation en caféine là, sur une épreuve. Oui, OK, parfait. Pour la caféine, ça fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y avait des choses que toi, tu recommandes à tes clients qu'on n'a pas parlé là, au niveau de la caféine? Des genres de trucs ou des façons de l'ingérer qui sont mieux que d'autres? Est-ce que... Puis aussi, une autre question B, est-ce que c'est important de boire du liquide avec la caféine? Parce que est-ce que ça a un effet diurétique? Je pense que c'est ça le mot qu'on cherche. En fait, souvent, on dit que la caféine, ça déshydrate. Souvent, on dit que le café déshydrate. Le café déshydrate pas. Il y a un effet un peu excitant. Donc, est-ce que ça stimule peut-être d'aller uriner plus rapidement que ce qui aurait normalement été fait naturellement par le corps? Oui, mais quand on regarde sur un délai de 24 heures, il n'y a pas une perte urinaire plus grande. Donc, côté déshydratation, l'alcool est une substance qui déshydrate. La caféine... Pourquoi on a cette croyance-là? C'est-tu juste moi? Ou il me semble que j'entends souvent que le café, ça déshydrate? Souvent, en fait, quelqu'un qui prend de la caféine va peut-être ressentir une envie qui est accéléré, si je peux dire, mais sur un délai de 24 heures, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de perte urinaire. Donc, de ce point de vue-là, ça ne déshydratera pas. Ça peut aider aussi, des fois, certaines personnes au niveau de juste aller à la selle avant une course. C'est ça. Ça, c'est le nécessaire. Moi, les journées de course, les journées de long run, en préparation à mes journées de marathon, je prends mon café le matin, puis je le prends pas beaucoup pour être capable de gérer ma dose. Je prends comme la moitié d'un café. Puis là, je vais faire mon warm-up. Puis automatiquement, je vais à la toilette, puis j'ai plus de problèmes digestifs pour le reste de la course. Donc ça, c'est souvent un avantage aussi que les gens vont mentionner par rapport à l'utilisation de la caféine. Après ça, si on veut vraiment utiliser la caféine dans une optique de supplément de performance, c'est intéressant d'avoir un produit dont on connaît le dosage de la caféine. Parce qu'on a beau dire, le café, c'est à peu près 100 mg par tasse. La réalité, c'est que ça dépend de plein de facteurs. Donc, il y a une étude, je pense, entre autres, qui avait été... les chercheurs avaient été chez Starbucks. Ils avaient pris toujours le même café pendant une semaine de temps dans la même succursale Starbucks, puis ont dosé pendant une semaine le dosage de caféine de leur café, puis ils ont vu que le dosage en caféine variait
dans le même café, pris à la même place. Donc, c'est sûr que si... Ça dépend du gars qui le fait, là. Exactement. Si tu achètes différents grains de café, si tu vas dans différentes brûleries ou à différents endroits, ton café, il ne contient pas toujours la même dose de caféine. Il peut avoir des variabilités. Si je veux un supplément de performance, bien nécessairement, j'aime ça savoir c'est quoi exactement ma dose de caféine. Donc, d'aller avec un produit qui me garantit, OK, ben ici, j'ai 100 mg de caféine. Je peux vraiment calculer, je peux vraiment adapter mon apport. Fait que ça, quand quelqu'un veut l'utiliser plus dans une optique de performance, ce serait une suggestion que je ferais de dire, ben choisissez un produit où fait que genre, le contrôle. Des pilules où est-ce que tu vois clairement des capsules, une boisson sportive, un gel énergétique. Il y a des gommes aussi qu'on peut mâcher. Ouais. L'absorption de la caféine est un petit peu plus rapide avec une gomme aussi. Ah ouais, hein? Donc, ça peut tout être le genre de produit qui est intéressant à ce moment-là. C'est intéressant quand même l'étude que tu mentionnes là, de comme du Starbucks parce que des fois, puis ça c'est dans le Huberman Lab podcast aussi sur la caféine où est-ce qu'il mentionne que des fois il y a des gens qui prennent un café large dans n'importe quelle chaîne puis que là ils font une genre d'overdose là, sur celui-là. Là, parce que celui-là, il était too much. Puis là, ils sont de même dans leur bureau. Puis ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Puis ils pensent que c'est parce qu'ils ont une faible tolérance à la caféine, alors que c'est juste qu'ils ont pris une dose incroyable dans leur café. Là. C'est ça. Donc, c'est de voir, j'ai pas de contrôle sur la teneur en caféine des produits que je consomme à partir du café. Oui, il y a un peu une tendance quand même. Un café filtre va en contenir un peu plus qu'un espresso. Un café infusé à froid va en contenir aussi un peu plus. Mais est-ce que je connais vraiment le dosage? Non. T'es mieux d'y aller comme ça. Exact. Puis pour les longs efforts, j'imagine que contrer la fatigue, c'est aussi un enjeu important avec la caféine. Effectivement, sur des efforts de 20-24 heures où nécessairement on va passer une nuit blanche aussi, ben là, la caféine peut devenir intéressante. Puis souvent, sur ce type d'effort-là, je vais pas mettre la caféine dès le début de la course, mais je vais plus m'en servir à un moment donné pendant l'effort, comme aller chercher un petit coup de fouet là, pour se réveiller. Là, quand normalement tu te coucherais, puis que là, il faut que tu cours pendant une nuit au complet. Pendant la nuit ou des fois au petit matin aussi, quand ça fait plusieurs heures dans la nuit. Parce que des fois, il y a des courses qui partent le soir, donc qui partent en fin de journée. Fait que les coureurs sont quand même, peut-être fait une sieste, ont quand même de l'énergie à ce moment-là. C'est plus quand arrive le petit matin où j'ai aussi souvent l'habitude de prendre un café, donc mon corps est comme habitué d'avoir un petit kick de caféine à ce moment-là, où là, ça peut être intéressant d'aller en chercher. Puis le corps, il n'y a pas de tolérance qui se développe, mais est-ce qu'il y a une dépendance qui se développe? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois... J'ai oublié de prendre mon café une journée, mettons, le matin, puis j'ai mal à la tête. Oui. Quand automatiquement, j'ai mal à la tête. Effectivement, il y a une espèce d'effet de dépendance qui peut se développer. Quelqu'un qui est habitué d'en prendre tous les jours depuis plusieurs années, de ne pas en prendre pendant quelques jours, on va sentir un effet de sevrage. Effectivement, maux de tête, un peu des tremblements, un inconfort. Puis tu me dis en arrivant que toi, t'en bois pas. Pourquoi? Toutes ces raisons-là? Non, mais en fait... initialement, je trouve que ça sent tellement bon le café, mais on dirait qu'à chaque fois, je suis un peu déçue du goût qui goûte pas l'odeur que j'ai. Puis, j'ai comme une sensibilité qui est vraiment grande aussi, un café, puis je me sens pas bien, je me sens super nerveuse. Fait qu'on dirait que j'ai pas passé par-dessus ça, de dire que j'en prends régulièrement pour un peu m'adapter. Fait que, non, j'aime mieux juste prendre autre chose. Tu fais bien. Je veux qu'on parle un petit peu, parce que comme je te disais tantôt, il y a les gens qui écoutent ça, on parle, mettons, d'efforts marathon en descendant majoritairement, ou peut-être même, mettons, Ironman en descendant. Oui. Fait que genre un genre de 10 heures, moins que 10 heures, fait que pas nécessairement ultra. Des gens qui font des efforts intenses, fait qu'on parle pas de longues randonnées, mettons. C'est quand est-ce que tu recommande de commencer à prendre des trucs solides? Parce que moi, mettons, mon marathon, j'ai ma stratégie de nutrition est enlignée. Là, c'est genre 75 grammes de glucides à l'heure à peu près en gel. Parfait. Avec le liquide sur le parcours, mettons. Mais je vais pas commencer à m'amener une barre tendre, une barre cliff dans ce genre d'effort-là, tu sais. Puis quelqu'un qui fait, mettons, un marathon, le but, c'est juste de le finir. Moi, mon but, c'est de faire 2h40. Fait que c'est quand même un effort vraiment sous-maximal. Mais quelqu'un qui son but, c'est de faire
5 heures, finir un marathon avec de la marche des fois, j'imagine que là, c'est plus possible. Fait que c'est quoi tes recommandations autour de ça? Mais souvent, moi, je vais, pour des efforts de moins de 4-5 heures, en bas de 4 heures, c'est sûr qu'on y va avec liquide ou semi-liquide, là, comme des gels ou des gummies. Au-delà d'un 4-5 heures, là, je vais commencer à juger que ça peut être intéressant d'intégrer du solide, dépendamment de l'athlète. Donc, un athlète qui est super performant sur un effort de 4h30, on va rester avec peut-être plus du liquide. Puis, un athlète qui va dire, bon, ben justement, moi, je veux faire mon marathon, rentrer dans le cut-off, je vais probablement marcher. Ben, nécessairement, oui, peut-être que là, du solide, ça va être intéressant. Mais encore là, c'est pas obligatoire. Ben, je dirais, là, quand on commence à dépasser le 5 heures puis qu'on est sur un Ironman, ça peut commencer à être quand même vraiment pertinent sur la portion vélo, de peut-être venir mettre là, un peu de solide. En course, c'est souvent plus difficile de mettre du solide parce qu'il y a plus d'impact sur le corps. Je parle, en vélo, je suis assis, donc mon système digestif, il y a beaucoup moins d'impact qu'à la course à pied ou nécessairement à chaque pas, ça résonne aussi au niveau du tube digestif. Donc, souvent à la course, c'est plus compliqué de venir intégrer du solide, puis on va vouloir avoir une intensité d'effort qui est plus basse aussi. Donc, comme de l'ultra-trail ou comme quelqu'un qui courrait plus lentement ou qui ferait des portions course-marche, où là, ça devient plus facile d'intégrer du solide. Puis, quand on parle de solide, je ne pars pas nécessairement avec ma sandwich. Là. On va avoir des petites gaufres, des barres spécialisées, donc différents produits qui sont quand même adaptés pour les efforts physiques. Oui. Puis, c'est quand que ça devient pertinent de prendre autre chose que des glucides? Encore là, dépasser 4-5 heures, donc moi, je vais commencer à intégrer un petit peu de protéines, 5 à 10 grammes par heure, donc on n'est pas sur un gros apport. Dans quelle optique? Pourquoi? C'est quoi la raison de prendre la protéine après un effort de 5 heures, par exemple? Donc, nécessairement, si je pars, disons, sur un effort de 10 heures, il y a comme un repas que j'ai pas pris là, dans ma journée. Donc, l'apport en protéines va amener, et de un carburant supplémentaire, va aider à préserver un petit peu la masse musculaire, faire en sorte que le corps n'aille pas puiser dans ses protéines musculaires pour fournir de l'énergie, amener un effet un peu rassasiant de satiété aussi, parce que là, nécessairement, je dépense beaucoup d'énergie, puis amener une stabilité énergétique. Les protéines ont aussi cet effet-là de un petit peu mieux stabiliser l'énergie, parce que ça reste que des gels, des boissons sportives, c'est des glucides très, très rapides, digérés rapidement, donc ça me donne un pic d'énergie, mais si j'en prends pas de manière régulière, je peux facilement être sur des montagnes russes aussi dans ma sensation d'énergie. Sur des efforts plus courts, ça gère relativement bien. Si je pars sur 10 heures, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, je sois un peu écœurée de manger juste du sucre, puis que j'ai envie d'aller vers autre chose, puis que je veuille aussi maintenir un niveau d'énergie qui est beaucoup plus constant, plus stable. Puis là, ça devient intéressant justement d'avoir un peu de protéines. Les protéines se digèrent aussi un peu plus lentement, fait qu'on ne veut pas avoir un gros apport d'un coup, mais on veut le fractionner là, dans l'effort. Ouais. Pour être capable de consommer, tu sais, on a déjà parlé sur le podcast là, des cibles, des cibles de glucides à l'heure, par exemple, puis ces choses-là. Pour être capable de s'approcher de nos cibles personnelles, individuelles, vous savez qu'est-ce qui fonctionne, mais il y a quand même un entraînement qui doit se faire. Ouais. Puis, je t'entendais en parler justement sur le podcast Pas sorti du bois que j'écoutais l'autre jour. Puis, s'entraîner pour ça, c'est... Je vais prendre un pas de recul. Ça semble difficile de prendre la quantité de glucides, par exemple, qu'on veut à l'heure en compétition à tous nos entraînements. Tous nos long runs. Genre. Fait que, mettons, moi, comme je te disais, je vise 75 grammes de glucides à l'heure, mais commencer à sortir pour une long run de 2h30, mettons, un samedi, puis essayer de me gaver de 75 grammes de glucides à l'heure, ça semble pas contre-productif, mais on dirait que c'est comme j'ai pas besoin de ça. Fait que pour, tu sais, genre, c'est too much pour ce que j'ai besoin de faire, tu sais. Généralement, ta long run est à une intensité plus basse que ta course. Donc, nécessairement, tu vas moins ressentir ce besoin-là. Probablement dans ta planification, tu vas peut-être en avoir, par contre, des tempos sur des longs tempos, où là, tu vas justement t'approcher un peu plus pour peut-être un 8 km ou un 10 km dans ta long run d'une intensité marathon,
où là, ben ça, c'est vraiment un entraînement clé Ouais. où on veut venir le tester, ton apport. Donc, c'est sûr que dans ta long run, ben oui, tu veux mettre un apport en glucides, tu veux tranquillement essayer de faire des tests, l'augmenter, cet apport-là, puis vraiment cibler des entraînements peut-être plus spécifiques où là, tu reproduis, ou même tu peux aller un peu plus haut, 80 grammes de glucides, est-ce que ça passe sur un entraînement de ce type-là, juste pour voir, OK, ben il est où mon seuil limite aussi de tolérance. Mais c'est vrai que, bon, ça va peut-être être difficile de le faire pour chacun de mes entraînements. Ouais. Des fois, ça peut être aussi de dire, OK, ben ce soir, j'ai un entraînement, ça va être 1h30, j'ai des intervalles à haute intensité. Non, je mangerai une collation 2 heures avant, je ferai ma séance d'entraînement, puis j'aurai pas besoin de manger pendant. Mais de dire, OK, ben à la place, je vais vraiment moins manger à la collation, puis je vais prendre mon 75 grammes de glucides juste avant ou pendant mon échauffement pour voir mais comment ça se passe pendant mon entraînement. Fait que, ça peut être une autre stratégie aussi de se servir de ces entraînements des fois plus courts, puis de dire, ben, plutôt que d'aller chercher vraiment la collation optimale 2 heures avant, je mange un peu moins, puis je vais intégrer cet apport en glucides-là pendant mon entraînement à plus haute intensité pour voir comment ça passe aussi, puis travailler cet entraînement digestif-là. Oui. Puis il n'y a pas de contre-indication de consommer autant de glucides quand c'est pas nécessaire dans ta journée. Mettons, là, je pense juste de gestion de poids. Puis on a parlé de gestion de poids au début, puis je veux pas que ça devienne une obsession pour les gens, mais comme tu dis, dans un monde où est-ce qu'on traîne notre poids, moi, c'est quand même quelque chose que je regarde, puis je fais pas nécessairement attention à 100%, mais je me dis, est-ce que quand je vais faire 1h30, tu sais, comme hier, j'avais un entraînement au Centre des Glaces de 1h45 avec... Peut-être croisé. T'étais là, ça se peut? Oui. Ah ben écoute, moi je suis allé à 11h15, si non, jamais. J'ai été hier soir. Puis, tu sais, c'était 3 fois 5 kilos, pace de marathon, avec 2 minutes de jog en chaque. Fait que vraiment un gros entraînement intense. Mais j'ai pas consommé, justement, 75 grammes de glucides ou 90 grammes de glucides, alors que j'aurais probablement pu, ça aurait été un bon test. Ça aurait été un bon test. Sauf qu'à la fin de mon entraînement, il y avait quand même cette espèce de... J'avais quand même brûlé des calories, j'avais quand même eu l'effet de l'entraînement intense sur mon poids, sur ma physionomie. Fait qu'il n'y a pas de... C'est quoi la balance entre dire je vais aller prendre 90 grammes de glucides pour un entraînement du samedi qui m'aurait techniquement... Parce que 90 grammes de glucides, c'est quoi? C'est 400... c'est 400 calories. Calories par gramme de glucides. Donc, fait que c'est ça, à peu près 400 calories. 360. Fait que c'est comme... Je sais pas, je pose mal ma question, mais je sais pas si ça fait du sens. Parce que c'est une réflexion que beaucoup de gens ont de dire « Ah ben, je vais m'entraîner, je dépense des calories. Si j'en mange pendant l'entraînement, si j'en ai pas nécessairement besoin pour ma performance. » Je vais annuler l'effet de ma perte de poids. Mais c'est de voir... En fait, t'es mieux de manger des glucides pendant que ton corps en a besoin et puis les utilise plutôt que de peut-être manger des chips ce soir. Consommer plus tard dans la journée. Ton entraînement hier, 3 fois 5 kilos, plus un échauffement, plus un cool-down, tu étais au moins à 1h45. 20 kilos, là, peut-être. 24. C'est ça, d'effort. Puis moi, je dis, ça aurait pu être vraiment un bon entraînement pour intégrer des glucides. Peut-être pas à 75 grammes par heure, mais un 60 grammes sur la totalité de ton entraînement, ça aurait pu être pertinent. Puis de dire, OK, à ce moment-là, dans le reste de ma journée, j'ajuste aussi mon apport énergétique en conséquence. Donc, c'est pas vrai que là, je crée un déficit énergétique, c'est ça qui m'amène une perte de poids. Puis si je mange pendant, j'annule la perte de poids. C'est de voir la balance énergétique aussi sur ma journée complète. Puis mes glucides, c'est quoi les moments clés où je veux les mettre? C'est juste avant, pendant, puis juste après. Si tu t'entraînes tôt le matin, peut-être que le soir, en fin de journée, tu peux en mettre un peu moins. Plutôt que de manger un gros plat de pâtes, tu peux avoir des pâtes en accompagnement avec plus de légumes dans l'assiette, puis tes glucides, tu les as mis au moment où tu voulais maximiser ton entraînement, ta performance. Ça revient au même, au final, dans la balance énergétique de ta journée, mais tu as maximisé ton entraînement digestif, tu as maximisé la qualité de ton effort aussi, puis au bout de la journée, tu n'as pas un apport calorique qui est plus grand. Fait que c'est plus de périodiser l'apport en glucides de manière stratégique plutôt que de se dire « Ah ben là, je vais m'entraîner, je fais l'effort de ne pas manger. » Des fois, c'est un effort qui est un peu difficile aussi parce que
ça aurait été plus bénéfique de manger. Ouais, Là, je me force à pas manger parce que là, je dépense des calories. Ben, j'ai pas pensé comme ça. J'avais mon Upika, puis tu sais, j'ai quand même pris 50 grammes de glucides dans la pratique au complet, tu sais. Fait que finalement, t'as quand même bien fait. Je me suis quand même bien nourri, tu sais, sauf que j'ai pas utilisé ça comme une séance test, tu sais. Mais je comprends, le principe est vraiment bon. C'est excellent ce que tu viens de dire, de à la place de réduire pendant, réduis quand t'en as pas vraiment besoin le soir, tu sais. Si t'es pour calculer vraiment, quand t'es rendu à tester 90 grammes de glucides en entraînement au centre des glaces, techniquement, t'es en train de... T'es quelqu'un qui calcule quand même ces affaires, là. Oui, c'est ça. Mais tu dis, bon, j'ai quand même pris un 50 grammes de glucides pendant mon entraînement, mais t'as quand même un entraînement digestif qui se fait versus si t'avais pris juste de l'eau. Effectivement, tu testes pas ta tolérance limite, mais au niveau digestif, le fait d'être exposé à des glucides pendant l'effort, tu développes des adaptations, tu développes une meilleure capacité à transporter, à absorber les glucides dans ton système. Donc, il y a quand même un entraînement digestif qui est fait, même si on le fait pas à puissance maximale. Mais c'est comme d'aller faire une long run. Tu sais, je fais pas tout le temps du tempo pace marathon dans mes long runs, mais je vais quand même aller faire une longue course de 30 km pour me préparer pour mon marathon. Ben, c'est un peu la même chose, c'est de dire, OK, dans ma préparation puis mon entraînement nutritionnel, ben, je vais en faire aussi plein d'entraînements où je vais peut-être être à 30 grammes de glucides par heure parce que l'intensité est plus basse, parce que je vais juste m'exposer à des glucides régulièrement. Puis des séances clés, ben, c'est pas chacun de mes entraînements qui est une séance clé au niveau de l'effort. Ben, même chose avec la nutrition, c'est pas chacun de mes entraînements qui doit être nécessairement une séance clé au niveau de dire je mange 75 grammes de glucides. Je comprends. Fait que même de commencer à prendre 25 grammes de glucides pour quelqu'un qui en prend jamais, mettons, c'est déjà mieux que rien. Ouais, okay. Fait que ça habitue déjà, mais t'es pas obligé de viser tout le temps ton niveau de course pour que ça t'entraîne à le faire. T'sais. Exactement. T'es mieux d'en avoir régulièrement un 20, 25, 30 grammes par heure si t'es quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en prendre jamais pour tranquillement t'adapter. Puis après ça, dire, OK, ben pour certaines séances clés, je vais essayer d'augmenter pour tester aussi ma tolérance personnelle, puis tester, bon, ben le jour de ma course, ça va être quoi le seuil que je vais viser? Parce que je veux l'avoir pratiqué aussi à l'entraînement, mais je ne suis pas obligée de le pratiquer sur tous mes entraînements. Oui, je comprends. Puis, tu sais, parce que là, on parle de s'habituer à prendre des glucides, puis à manger pour les performances, puis améliorer notre performance en compétition. Mais on veut aussi améliorer notre performance en entraînement quand on fait ça. Tu sais, quand on mange, ça permet d'améliorer les performances. Exact. Combien de temps est-ce que ça prend après avoir ingéré des glucides pour qu'on ressente les effets? L'effet va quand même être relativement rapide, surtout si je vais vers des glucides qui sont une boisson ou des gels. Donc, il y a même certaines études qui démontrent que juste le fait de se rincer la bouche avec une solution sucrée de manière régulière, sans la boire, là, si je la recrache, ça va améliorer ça envoie le message 2% ma performance sur des efforts à jeun. Fait que, tantôt, tu dis, l'entraînement à jeun, c'est plus difficile. Mais juste le fait d'avoir une boisson sportive pour te rincer la bouche pendant, que tu prends aux 5-6 minutes, ça peut... Là, tu dis boisson sportive, mais boisson sucrée, dans le fond. Boisson sucrée, exactement. Ça pourrait être un jus d'orange. Là, ça pourrait être un jus... Tu sais, je ne recommande pas de boire du jus d'orange pendant qu'on court parce que la concentration en sucre est trop élevée. Mais si je fais juste me rincer la bouche... Ben non, c'est ça, mais je disais plus ça parce que si tu es pour payer une boisson sportive de qualité pour la recracher, prends un jus d'orange. Effectivement. Donc oui, ça fonctionnerait. En fait, ce que je veux, c'est une boisson qui contient du sucre. Parce que des fois, il y a des boissons qui ont un goût sucré, mais qui ne contiennent pas de sucre. Donc là, ça ne fonctionnerait pas. Mais une boisson qui contient du sucre, si je fais, je me rince la bouche, je recrache. Sur un effort de maximum 1 heure, on voit que ça a déjà des effets. Fait que ça rentre vraiment vite. Là. Ça rentre rapidement. Quand je la consomme, ma boisson ou mon gel, donc l'effet va quand même... kicker là, assez rapidement dans les minutes qui vont suivre. OK. Puis, c'est un bon segue vers une autre question que j'avais pour toi, qui est la question de l'hydratation. Parce qu'on parle, tu sais, l'hydratation, il me semble que depuis que je suis tout petit, on me dit prends des électrolytes, puis bois, puis il faut s'hydrater, puis qu'on pouvait rapidement perdre d'un pourcentage vraiment important de ta performance par la déshydratation. C'est quoi les recommandations que toi tu fais par rapport à l'hydratation?
Ouais, la recommandation la plus simple, c'est bois selon ta soif. Donc, Ça, ton c'est corps un est classique quand même que les gens nous disent ici. là. bien fait. Puis, c'est pas vrai que quand tu commences à avoir soif, tu es déjà vraiment déshydraté. Donc, la soif, Parce c'est que un ça, c'est signal quelque chose que qu'on nous disait aussi. C'est quand tu as soif, il est trop il tard. est trop tard. Ouais. Non. Finalement, quand tu as soif, c'est le signal que c'est le moment de boire. Donc, c'est de voir aussi, des fois, en compétition, c'est pas toujours possible de boire exactement au moment où je commence à avoir soif. Donc, de le planifier un petit peu. Je pense en trail où les ravitaillements sont quand même plus espacés que sur un marathon où j'ai des postes de ravitaillement aux 2 ou aux 3 kilomètres. Ouais. Sur un marathon, là, je peux boire, je peux même trop boire si des fois je bois à toutes les stations, puis qu'il fait pas très chaud. Alors qu'en trail où j'ai peut-être 5-10 kilomètres entre des points de ravitaillement, des fois 20, là, ça demande un peu plus de planification, d'avoir mes flasques, d'avoir de l'eau avec moi. Mais de s'adapter à vraiment boire à sa soif. Puis les recommandations, puis si on regarde, ça va être là, de peut-être 300 à 600 millilitres par heure, dépendamment de la température, dépendamment de la corpulence de la personne. Une très petite madame qui court dans un environnement frais, pas de soleil, versus un homme qui est peut-être plus grand, plus musclé, qui court à midi au soleil en juillet. Ouais. J'ai pas nécessairement le même besoin hydrique. Donc, il y a ça là, qui est à prendre en compte aussi, de dire, c'est pas vrai qu'il y a une recommandation universelle, puis ton corps va te le laisser savoir. Donc, de boire à intervalles réguliers en respectant ta soif, puis surtout de pas te forcer à boire. Là. Si jamais tu sens que ça brasse un peu dans l'estomac puis que tu as du liquide qui se promène, arrête là. Ouais. On a déjà trop pris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est un point. Tu sais, on parle de boire à sa soif, mais c'est tough quand même quand, mettons, moi j'ai souffert de ce problème-là là, dans un des ultras que j'ai tenté l'année passée, d'essayer de me dire à chaque 10 minutes, je prends une gorgée. Puis là, de me ramasser le ventre plein. Tu sais. Exactement. Ou vomir là, à un moment donné parce que t'en as juste trop. C'est trop, ouais. Puis une fois que la déshydratation se présente comment, puis quels en sont les effets sur le corps, sur la performance? Donc, une déshydratation sévère, oui, ça peut venir affecter la performance. Une déshydratation de jusqu'à 2% de perte de poids, il n'y aura pas d'effet sur la performance. Puis on se rend compte même que chez des coureurs élites, on va avoir des pertes de poids liées à de la déshydratation qui sont encore plus importantes. Puis il n'y aura pas nécessairement d'effet négatif sur la performance. Donc, c'est de voir aussi que chaque personne, il y a une variabilité individuelle. Mais oui, une déshydratation sévère, là, je vais courir pendant plusieurs heures au soleil, je bois absolument rien, ça va inévitablement causer des problématiques. Je peux commencer à me sentir étourdi, je peux avoir une diminution de la capacité à l'effort. Puis parfois, il y a des gens qui vont confondre le symptôme de déshydratation à un symptôme de surhydratation. Donc, il y a des gens qui boivent beaucoup, puis qui se retrouvent dans des symptômes d'hyponatrémie, puis qui associent ça à de la déshydratation. Qui ressemble à la déshydratation. Donc, nausées, étourdissement. Ça peut être aussi des fois des symptômes d'une surhydratation. On va avoir, des fois des ballonnements, des vomissements là, qui nous indiquent que clairement j'ai trop bu, mais des fois il y a certains parallèles qu'on peut faire. Donc, c'est juste de voir que si tu bois de manière régulière, il y a peu de risque quand même que tu sois réellement déshydraté. Ouais, je comprends. Même si il fait vraiment chaud puis tu sues beaucoup, j'imagine que c'est quand même... Faut quand même que tu sues vraiment puis que tu boives pas. Là, c'est ça. Puis, un petit truc que les gens peuvent faire aussi, c'est je me pèse juste avant de partir, idéalement sans mes vêtements. Ouais. Et immédiatement, quand je reviens de l'entraînement, je retire mes vêtements qui, là, sont imbibés de sueur, que de l'eau que j'ai perdue, et je me repèse. Puis là, la différence de poids, c'est une perte en eau. Ouais. J'ai pas perdu ça en rien gras, d'autre. là. Ouais. Donc, c'est vraiment une perte en eau. Donc, 1 kilo, c'est l'équivalent de 1 litre de liquide perdu. OK. Donc, je peux aussi... 1 kilo, c'est l'équivalent d'1 litre? Exact. Donc, si j'ai perdu 1 kilo pendant, 2 heures de course, puis que j'ai bu à travers ces 2 heures de course-là 500 millilitres, finalement, j'ai perdu l'équivalent de 1,5 litre de liquide sur mes 2 heures de course. Donc, ça peut me donner un peu un aperçu de mes pertes hydriques. Puis, pour me réhydrater aussi, après, ça peut un peu m'aider à me guider dans ma réhydratation. L'idée, c'est pas d'arriver even. Nécessairement. C'est pas ça. D'avoir une légère perte de poids, ça va être normal. Puis, sur des épreuves d'ultra-endurance,
c'est même souhaitable. On va viser un 2 à 5 % de perte de poids parce que là, nécessairement, sur 20 heures de course, j'épuise mes réserves de glycogène qui sont aussi liées à des réserves d'eau. Je vais puiser dans mes réserves de lipides. Donc, il y a une perte de poids qui est juste due à l'utilisation de substrats énergétiques. Donc, pour maintenir un niveau d'hydratation stable en ultra, c'est 2 à 5 % de perte de poids. Sur des épreuves, on va dire, plus courtes, là, qui ne sont pas nécessairement de l'ultra, une perte de poids jusqu'à 2-3 %. C'est normal. Sur marathon, on va voir que souvent les premiers tiers des coureurs vont avoir une perte de poids moyenne d'à peu près 3 %. OK. Puis plus les coureurs vont être lents, souvent plus la perte de poids va être modeste. 1,5, 2 % chez les coureurs plus lents, parce que généralement, c'est des coureurs qui vont boire davantage. Ouais. Puis comment est-ce que... En fait, c'est quoi le pourcentage, mettons... Je vais prendre la distance demi-Ironman, 5 heures, mettons. 5 heures d'effort. Mettons, 5 heures en descendant. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut pas dépasser en termes de pourcentage de perte de poids liée à la perte de liquide? Pour qu'il y ait des... Je te dirais qu'on pourrait un peu y aller avec la même recommandation que sur le marathon, là, jusqu'à 3 % de perte de poids. Ça ferait quand même du sens pour moi pour ce type d'épreuve-là. Je comprends. Puis quel est le rôle des électrolytes? Le sodium, on le sait, pour la rétention d'eau, permettre au corps de conserver mieux son eau. Puis après ça, quel est le sodium va aider justement avant une épreuve à peut-être retenir davantage les liquides que je prends dans les heures qui précèdent. Pendant l'effort, le sodium va aussi beaucoup être lié à la palatabilité, donc à notre envie de boire, puis à la saveur. Donc, une boisson qui contient du sodium, souvent, c'est une boisson qui va peut-être me donner un peu plus envie de boire. Puis en réhydratation, ça va aider à mieux retenir les liquides là, par la suite, donc de conserver les liquides plutôt que d'aller les uriner dans mon processus de réhydratation. Oui, je perds du sodium dans la sueur, mais en proportion de la concentration de sodium que j'ai dans le sang, la quantité que je perds, elle est moindre par rapport à la quantité d'eau que je perds. Donc, normalement, quand je transpire, je perds en proportion plus d'eau que de sel. Donc, je concentre mon sodium dans ma circulation sanguine. C'est ce qui me donne le sentiment de soif. Quand le corps détecte une concentration en sodium qui augmente, il induit un sentiment de soif pour dire, ben là, il faudrait que tu boives pour venir diluer puis venir ramener là, un équilibre. Donc, sur des efforts de courte durée, la prise d'électrolytes, elle n'est pas vraiment nécessaire pendant l'effort, outre que, bon, pour le goût de la boisson, puis pour aider justement à boire un petit peu plus. Mais comme tel, est-ce que j'ai besoin de sel pendant un 10 km? Non. Pendant ton 10 km. Pendant un demi-marathon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'électrolytes? Non. Donc, puis il y a des études plus récentes qui montrent que, surtout ce qui est des efforts de moins de 4 heures, une supplémentation en électrolytes, c'est pas requis. Puis sur des efforts de plus de 4 heures, remplacer mes pertes en sodium va être pertinent si, en parallèle, je remplace plus que 70 % de mes pertes en liquide. Si je remplace moins que 70 % de mes pertes en liquide, ma concentration sanguine en sodium continue d'augmenter. Je comprends. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de la remplacer. Puis après ça, quand on remplace au niveau du sodium, je préfère toujours aller vers des boissons ou des aliments que des capsules de sodium qui là, sont super concentrées d'un coup puis qui peuvent amener des troubles digestifs. Je comprends. Fait que c'est quand même pertinent sur les efforts de plus de 4 heures. Puis est-ce que sur la constance à l'entraînement, c'est pertinent? Tu sais, mettons quelqu'un qui s'entraîne 1 heure à tous les jours, là, qui fait 1 heure constamment. Est-ce que c'est pertinent ou c'est principalement... Évidemment, tu peux toujours tout remplacer par une alimentation dans l'assiette, là, mettons. Là. Ça reste que, bon, les électrolytes, le principal électrolyte, c'est le sodium. On ne se cachera pas que dans la société, l'apport en sodium est excessif pour la majorité des gens. Donc, un athlète récréatif qui va s'entraîner 45 minutes, 1 heure par jour, est-ce qu'il a besoin de prendre des électrolytes? La réponse est pas vraiment. C'est sûr que si je vais faire un effort très, très intense, je sais pas, du hot TRX, là, où je sais que je vais vraiment transpirer abondamment parce qu'ils me font m'entraîner dans une salle surchauffée ou du spinning, hot spinning, je sais pas, là, ça existe des trucs. Du hot spinning, là, dans des salles chaudes où l'effort est intense, là. Que du yoga à basse intensité, même si c'est du hot yoga,
moins intense. Mais si j'ai une transpiration qui est très, très abondante, oui, d'avoir des électrolytes en récupération, ça peut me réhydrater plus rapidement. Mais si je vais m'entraîner, tu disais, bon, je vais m'entraîner au centre de glace et la température est C'est dur de suer, là. Hier, j'avais tout fait ce qu'il fallait faire pour finir en sueur si j'avais été n'importe où au monde, mais là, j'étais juste couvert de sel comme séché partout sur moi. C'est ça. Puis souvent, la quantité de sel que je vais perdre dans la sueur est aussi proportionnelle à la quantité de sel que je mange. C'est Quelqu'un ça, ouais. qui mange beaucoup de sel dans son alimentation va avoir peut-être une plus grande propension à en perdre. Mm-hmm. Très cool. Avant de te laisser partir, as-tu une recommandation, un conseil, quelque chose que tu donnes à tes clients que tu veux nous faire part ici, sans dévoiler évidemment tout le secret de la caramel, pour que les gens viennent te voir quand même. Tout à fait. Mais tu sais, on a parlé quand même beaucoup des glucides, puis un des messages que je laisse souvent à mes clients, c'est justement celui que je t'ai mentionné un peu plus tôt, de dire, ben, on veut périodiser notre apport en glucides. Souvent, les gens vont voir, quelqu'un qui s'entraîne, c'est quelqu'un qui doit manger beaucoup de glucides, mais si je veux perdre du poids, il faut que je coupe dans les glucides. Oui et non, tu sais, dans le sens, mes glucides, je veux en avoir plus quand je m'entraîne plus intensément, je veux en avoir peut-être moins quand je m'entraîne moins intensément. Mm-hmm. Donc, c'est pas vrai qu'un athlète, même de haut niveau, doit 365 jours par année manger vraiment beaucoup de glucides. Il y a des périodes d'entraînement. Donc, je périodise mon entraînement, je périodise mon alimentation, dont l'apport en glucides, pour que mes apports fluctuent en fonction de ma charge d'entraînement, en fonction des besoins que j'ai par rapport à l'entraînement. Toujours bon de manger du spag la veille d'une long run, mettons? Ça peut être Toujours effectivement une bonne recommandation. Mais que si le lendemain, t'as un cross-training de 45 minutes de vélo à basse intensité, peut-être que tu peux skipper sur... Tu peux manger une poitrine de poulet avec une salade, puis un peu de riz en accompagnement, puis ça peut être correct là, à ce moment-là. On est végé ici au Yupika Podcast. Tofu! Ça peut être du tofu. Merci beaucoup de ton temps, c'était super intéressant. Ça m'a fait plaisir. Yes, merci. Salut.